étoile s'est allumée dans vos yeux quand vous avez découvert le MDR? C'était en 1998, je suivais un séminaire d'hypnose avec Bill O'Hanlon, il nous a parlé de l'EMDR, personne ne le connaissait, il nous a proposé de nous faire une démonstration. Un homme est monté sur scène, j'ai été tout à fait fascinée par le résultat. Je me suis levée, j'ai demandé à quel voilà, ressemblait si quelqu'un connaissait un endroit où se former. Une seule personne s'est levée, a dit moi, je l'ai rejointe à la pause et elle m'a donné les coordonnées de François Bonnel qui organisait à l'époque les formations. Quel petit miracle s'est produit dans une séance de MDR et qui a marqué votre histoire? Alors, il y a beaucoup de grands miracles, mais c'est, je pense, surtout les petits miracles qui ont fait que ma pratique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, notamment avec les scénarios réparateurs pour le traumatisme et avec les contacts avec les défunts pour le deuil. Donc, c'est arrivé spontanément en séance, par exemple, pour le trauma, quelqu'un qui dit, alors qu'elle revit une scène d'enfant où elle a été violée par son père, j'ai envie de le dire à maman, je dis: «Ben, vas-y», et j'ai commencé comme ça à développer un protocole, suite à ce type d'expérience. Et pour le deuil, c'est les personnes qui disent tout d'un coup: «Ma grand-mère est là, mon fils est là», et j'enchaîne en demandant: «Mais, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quel est leur message? Qu'est-ce que vous avez envie, de dire?» Et donc j'ai aussi donc développé mon protocole pour la communication avec les défunts. Quelle est la place qu'occupe le MDR aujourd'hui dans votre univers? Alors pour le moment, j'ai arrêté les consultations depuis mon déménagement en France parce que je n'ai pas la patientèle que je voudrais avoir ici, c'est-à-dire des personnes qui souffrent de traumatisme ou de deuil. Donc, le MDR occupe toujours une très grande place, mais dans les formations, puisque maintenant, j'enseigne ces protocoles pour le trauma avec les scénarios réparateurs et en EMDR aussi les communications avec les défunts. Lorsqu'un patient traverse un deuil et est dans une forme de trou noir, comment le MDR peut-il lui redonner goût à la vie? Alors c'est vrai que la communication avec les défunts, ça peut paraître quelque chose d'étrange, mais c'est un petit peu comme l'aspirine, on n'a pas besoin de savoir quels sont les processus thérapeutiques derrière l'aspirine pour profiter des bienfaits de l'aspirine. Je dirais que c'est pareil, les patients n'ont pas besoin d'ailleurs de croire qu'il y a quelque chose après la mort, mais ce type de contact débloque les deuils bloqués et parfois même on arrive à des guérisons émotionnelles en quelques minutes ou quelques secondes. Ça permet, par exemple, de retrouver ce lien interne avec le défunt qu'on a perdu, on a le sentiment qu'il n'est nulle part. Ça permet aussi d'avoir une image renouvelée du défunt quand, par exemple, on a comme dernière image une personne qui souffre. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'on peut être en lien avec le défunt dans une relation d'amour et pas seulement dans une relation de tristesse. Parce que le défunt, quand il apparaît, apparaît toujours souriant, en bonne santé et vraiment, il est bien. L'Université libre de Bruxelles enseigne le MDR à ses étudiants depuis quelques années. Pouvez-vous nous raconter cette histoire? Est-ce que ça a été un véritable Big Bang? Pas vraiment un bing bang, en fait, c'est moi qui ai, proposé à l'université de Bruxelles, de faire cette formation universitaire en EMDR. J'estimais que l'EMDR devait acquérir ses lettres de noblesse académique, universitaire, et comme j'avais déjà introduit, la formation en victimologie et psychotraumatologie et celle en hypnose, en fait, ça a été très facile. Je pense que le terrain était préparé. Est-ce que vous êtes une passeuse? C'est peut-être un grand mot de dire une passeuse, ce serait prétentieux, mais c'est vrai que je suis à la troisième mi-temps de ma vie professionnelle, hein, c'est comme au football, la troisième mi-temps, c'est celle qui se passe autour d'un verre après le match. Eh bien, moi, je dirais que c'est ce que je vis maintenant, c'est-à-dire que cette partie de ma vie, elle est faite pour transmettre par des articles, des bouquins, des formations, des séminaires, et aussi de donner la parole à d'autres pour transmettre des connaissances, les connaissances actuelles via ma chaîne YouTube Résilience Psy.